Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago, le podcast dédié à apporter des réponses expertes à vos questions d'experts en hémostase. Je suis Cécile Ourquet et je suis ravie d'être à nouveau co-animatrice aujourd'hui avec Audrey Carlo. Dans cet épisode, nous nous interrogerons sur les risques thrombotiques associés aux traitements hormonaux. Oui Cécile, et ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que ce sujet est abordé aujourd'hui, mais bien parce qu'il y a un certain nombre de questions et des relais dans les médias même sur ce sujet des thromboses sous pilule, notamment aussi en miroir des cas de thrombose après vaccination Covid. Et nous avons la chance d'avoir une invitée experte sur le sujet aujourd'hui, Laure Morimont. Laure, tu es chef de projet chez Qualiblood SA et tu fais actuellement ta thèse de science précisément sur ce sujet, ainsi tu as les connaissances les plus actuelles sur le sujet. Bonjour Laure et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Audrey et Cécile, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invitée à cette séance. Et donc, en effet, depuis plus de 3 ans, je travaille sur les coagulopathies induites par les thérapies hormonales, dont l'objectif est d'évaluer le risque d'événements thromboemboliques associés aux thérapies hormonales telles que les contraceptifs oraux combinés. Bonjour Laure, et c'est un plaisir. Notre habitude ici est de commencer par les questions basiques. Peux-tu nous dire quelle est la fréquence des thromboses sous traitement hormonal, comme les pilules ou les traitements hormonaux substitutifs ? Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres précis à l'échelle mondiale, mais par exemple en Belgique, où nous sommes un peu plus de 11 millions d'habitants, il y a approximativement 700 cas de thrombose par an qui sont associés à la prise de la pilule. Et là, Laure, tu parles des thromboses déclarées quelque part sous cette contraception orale, mais je suis sûre qu'il y a une face cachée de l'iceberg avec les événements qui ne sont pas déclarés ou alors que la femme est sous traitement hormonal substitutif et non pas sous pilule. Est-ce que je me trompe ? Non, tu ne te trompes probablement pas. Les contraceptifs oraux ne représentent qu'une partie des traitements hormonaux et le risque de thrombose est également augmenté chez les femmes qui sont sous stimulation ovarienne en vue d'une fécondation in vitro, pendant la grossesse et le postpartum bien sûr, et aussi chez les femmes ménopausées qui sont sous traitement hormonal substitutif. En d'autres termes, la majorité des femmes ont un risque augmenté de thrombose à un moment donné de leur vie. À dire vrai, je trouve que ces chiffres d'incidence sont assez élevés. Alors, si l'on se concentre sur la contraception orale, le risque relatif de thrombose est-il le même, quelle que soit la pilule ? Alors, sans parler de marques de pilules, nous savons qu'il existe différentes soi-disant générations, à savoir les contraceptifs oraux combinés de 2e, de 3e et de 4e génération. Le risque de thrombose, il est plus élevé avec les 3e et les 4e générations par rapport à la 2e. Alors pourquoi ? Certes, le dérivé œstrogénique est le principal responsable de l'augmentation du risque thrombotique, mais le progestatif, selon ses propriétés pharmacodynamiques, contrebalance dans une certaine mesure l'altération de l'hémostase et les modifications dans la synthèse des protéines hépatiques induites par le composé œstrogénique. Et donc dans ce cas, le lévonorgestrel, que l'on retrouve dans les pilules de 2e génération, contrebalance davantage l'effet de l'éthénylestradiol par rapport au désogestrel ou au gestodène que l'on retrouve par exemple dans les pilules de 3e génération. Et si je ne me trompe pas, en plus, Laure, la contraception orale comme les traitements substitutifs sont souvent répertoriés comme les thrombophilies acquises. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quels sont les mécanismes qui induisent quelque part à cette thrombogénicité ? Alors, les contraceptifs oraux, ils ont un impact sur la synthèse des facteurs de la coagulation qui sont synthétisés au niveau du foie. Et donc, ils vont avoir un impact dit positif sur la voie procoagulante en induisant une augmentation des taux de fibrinogène, de prothrombine et des facteurs 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et en revanche, ils vont avoir un impact dit négatif sur la voie anticoagulante ou régulatrice, avec une diminution des niveaux d'antithrombine, de protéine S et d'inhibiteurs de la voie du facteur tissulaire, donc du TFPI. Et en plus de tous ces changements, eh bien, l'utilisation de la pilule entraîne une résistance acquise à la protéine C activée qui représente un facteur de risque indépendant de thrombose. Mais alors que l'on sait depuis plus de 60 ans que la pilule expose les femmes au risque de thrombose, comment les laboratoires pharmaceutiques développent-ils de nouveaux traitements ? Les autorités ne demandent-elles pas, par exemple, des preuves d'un faible effet sur la coagulation ?
Alors, en 2005, l'Agence européenne des médicaments, donc l'EMA, elle a mis à jour ses recommandations sur l'investigation clinique des contraceptifs stéroïdiens chez la femme. Et donc, elle recommande l'évaluation de plusieurs paramètres d'hémostase, parmi lesquels l'évaluation de la résistance à la protéine C activée, soit via un test basé sur le temps de céphaline activé, soit via un test global basé sur la génération de thrombine au cours du temps. Et par ailleurs, en 2013, à la suite d'une enquête visant à réévaluer le rapport bénéfice-risque des traitements contraceptifs oraux combinés, l'EMA a souligné l'importance de fournir des informations claires et actualisées aux femmes qui utilisent ces produits et le rôle crucial des professionnels de la santé dans leur mission de conseil et de soins. L'EMA a également mentionné que le risque individuel devrait être réévalué périodiquement car le facteur de risque de thrombose peut changer au cours d'une vie. Et là, je reviens juste sur le fait que tu parlais de test de résistance à la protéine C activée pour évaluer quelque part le caractère thrombotique de ces femmes et induite par le traitement. Ça nous permet à nouveau de refaire le lien avec l'impact de ces traitements sur les taux de protéines S ou le facteur 5, comme tu l'as décrit plus tôt. Alors exactement, et pour revenir aussi à ta question, Cécile, en fait, toutes les firmes pharmaceutiques, elles mènent donc des essais cliniques dans lesquels pratiquement tous les facteurs de la coagulation sont évalués sur du plasma provenant d'échantillons de patients. Et en fait, comme l'incidence des événements thromboemboliques au cours des essais cliniques, elle est faible, notamment en raison du faible nombre de patients inclus, les firmes s'appuient sur des données de laboratoire pour évaluer la thrombogénicité des traitements plutôt que sur la survenue réelle de thrombose. Laure, aurais-tu des messages clés que tu aimerais que nos auditeurs retiennent du podcast aujourd'hui ? Alors oui, donc pour les femmes à l'écoute, n'hésitez pas à questionner votre gynécologue ou votre médecin généraliste sur le risque lié à votre méthode de contraception. N'oubliez pas que la thromboembolie veineuse est une maladie multifactorielle qui va dépendre de la présence d'une mutation génétique telle qu'un facteur 5 Leiden ou la mutation G20-210A de la prothrombine et de facteurs environnementaux comme la contraception orale, mais également l'indice de masse corporelle, le tabagisme, l'immobilisation ou encore les voyages long courriers. Et même s'il n'est pas prouvé que les tests de laboratoire sont utiles à l'échelle de la population, les tests effectués pendant le développement des contraceptifs stéroïdiens pourraient avoir plus de place dans l'évaluation régulière du risque de thrombose chez la femme. Merci Laure pour cette conclusion et pour avoir apporté tes lumières sur nos questions. Mais je sens que nous avons encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Comme d'habitude, vous trouverez les références bibliographiques utiles dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à nous contacter à ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer le prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.